Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. On est en zone rouge, il faut avoir le masque. On voulait juste vous montrer que sur ce plateau, on a tous notre masque et ça c'est important que vous sachiez qu'on ne, en sortant du plateau, on aura notre masque. On le dit pour que vous ne perdiez pas cette habitude pendant ce contexte si particulier, que vous preniez l'habitude de le garder à votre portée. Nous, on va feuilleter quelques livres avec Gaël Guiton dans Cosmo Réunionnais. Gaël Guiton, bonsoir. Bonsoir, Jismi. Et avec vous ce soir, une habituée de ce plateau, toujours toute souriante. Bonsoir. Bonsoir, Jismi. J'ai à Koulsoum le hibou, j'avais oublié son prénom en plus. Je suis vraiment désolé. C'est un joli prénom. Ou alors franchement ça commence vraiment à discuter avec Al et Zheimer a l'air d'être un peu au rendez-vous. Ouais. Alors on parle de livre. Oui, ce on va soir. parler littérature ado, ce qu'on peut proposer aux adolescents. Bon, alors moi j'ai pas ramené de la littérature joyeuse. Hein. Pour une fois c'est des sujets sombres, tabous, qui font pleurer et durs. Je vous laisse ouvrir le bal. Le livre. D'accord. Le bal, étant donné que c'est interdit pour l'instant. C'est vrai. Alors, mon premier coup de cœur, je l'ai eu cette semaine pour ce livre, 72 heures de Marie-Sophie Vermeaux. Je vous invite à découvrir cette magnifique couverture. Donc, j'ai une jeune fille qui est en position fétale. On voit qu'elle est triste. Elle est en pleine introspection sur elle-même. 72 heures, sachez que c'est... Alors, je ne sais pas si c'est encore d'actualité aujourd'hui, mais en tout cas, quand le livre a été créé, il y a 2 ans, 72 heures, c'est le temps qu'avait une personne qui accouche sous X pour se décider, en fait, si elle fait, en fait, cette démarche ou pas.17 qu'après les 72 heures, elle a 2 mois pour revenir sur sa décision. Mais en tout cas, c'est 72 heures où cette jeune fille, Irène, qui a 17 ans, qui vient d'accoucher, elle ne dit pas le mot accoucher, elle dit expulser, un petit garçon, Max, qu'elle refuse de voir, et pendant 72 heures, elle va cogiter, faire un retour en arrière, comment Max a été conçu, comment la grossesse qu'elle a annoncée très tardivement, donc après le délai pour l'avortement, a créé un tsunami dans sa famille, comment sa famille a réagi, sa grand-mère, son frère, le rapport qu'elle a avec sa sœur, le rapport qu'elle a eu avec Max pendant 9 mois, et comment elle réagit avec Max aujourd'hui, est-ce que je vais le voir ou pas. Donc, ces 72 heures, franchement, on rentre dans la tête de cette jeune fille, je l'ai lu comme un journal intime, c'est très émouvant, déjà en tant que mère, ça nous bouleverse, donc je pense qu'en tant qu'ado aussi, ça doit cogiter à se dire, ben voilà, certains de nos actes ont des conséquences. Réfléchir quand on décide d'avoir des rapports sexuels, à la protection, pourquoi elle n'y a pas pensé à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, comment elle a réagi, parce qu'on voit que c'est Irène, elle est issue d'une famille plutôt bourgeoise, on va dire milieu social, voilà, ça peut arriver à tout le monde. Oui, les failles sont possibles. Les failles sont possibles dans n'importe quel milieu, et en tout cas une fille qui est entourée, et on va voir que voilà, c'est le fait qu'elle tombe enceinte, ça a toutes ces conséquences, toutes ces choses qui se passent autour d'elle, comment va réagir sa mère, donc on va comprendre un peu le rapport conflictuel qu'elle a avec sa maman, qu'est-ce qu'elle va devenir après la grossesse, même si elle ne rentre pas avec un enfant, déjà, est-ce qu'elle va tenir les 72 heures, est-ce qu'elle va donner Max après ces 72 heures, et c'est après, qu'est-ce que je deviens après les 72 heures, est-ce que je reprends une vie normale, est-ce que je peux retourner au lycée, voilà. Il se passe beaucoup de choses en 72 heures. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions et beaucoup de choses en 72 heures. J'ai aimé la façon où Gaël Guiton a amené ce sujet. Ah bon ? Elle a essayé d'être très, j'allais dire, très dans la chronologie de l'histoire. Alors, par rapport au roman, il y a pas de chronologie, en fait. On est avec Irène qui accouche, qui expulse, malheureusement, je pourrais dire le mot parce que c'est le mot qu'elle utilise, et elle fait des retours en arrière, des petits retours en arrière, et elle revient, et elle retourne en arrière. Donc moi, c'est vrai que je l'ai vu en chronologie, mais voilà, on l'apprend sur plusieurs pages, comment a été conçu Max, elle revient plusieurs fois, comment elle s'est décidée à en parler, qu'est-ce qui l'a poussée à en parler. Donc. Je peux vous poser la question, oui. Si vous étiez à la place de cette jeune fille,
est-ce que vous pensez que vous auriez vécu cette histoire? Alors moi, je me suis dit que j'ai pas pu m'imaginer à la place de cette jeune fille. C'était trop compliqué pour moi. Oui, parce que de toute façon, après, c'est toute une histoire autour. Mais moi, je sais que quoi qu'il se serait passé si à 17 ans, j'avais dû être enceinte, je sais que mes parents m'auraient dit, on le garde, tu continues tes études. Eux, ils sont comme ça, mes parents. Ça, voilà. D'accord. Mais en tout cas, dans cette histoire, ils abordent aussi ce sujet où les parents décident. Mais on se rend compte que c'est Irène. Irène, elle est peut-être mineure, mais c'est elle qui décide de son avenir, quoi qu'il arrive. 72 heures, c'est elle la propre décisionnaire. Et c'est vrai que voilà, elle rencontre aussi des psychologues. Il y a et qui lui disent attention, si tu fais ça, il va se passer ça, ça, ça. Et c'est elle qui va prendre la décision. Et personnellement, moi, son acte, je l'ai vu aussi comme un acte d'amour. Je me serais jamais imaginé dire ça, mais c'est un acte d'amour qu'elle fait pour ce petit garçon, même si elle ne ressent rien, mais elle se dit, je vais donner mon fils, je le donne à quelqu'un qui va l'aimer, en fait. Ouais, parce qu'à 17 ans, quand même, prendre ce genre de décision, en tout c'est cas, compliqué. Il y a une chose au moins que lourd. vous avez compris, c'est que elle n'est pas aimée. C'est sûr. Je viendrai pas dessus, mais en tout cas, elle vient sur son rapport avec ses parents et c'est vraiment, c'est très court. Je vous invite vraiment à le découvrir. C'est très court, mais c'est bourré d'émotions. Parce qu'il faut parfois une sacrée dose d'amour pour donner son enfant, pour être sûr que cet enfant sera aimé, et parce qu'on doute que soi-même, on n'est pas capable de le faire. Ouais. C'est pas quelque chose de simple. Ça fait rire Kulsum. Alors, qu'est-ce qu'on montre ce soir? Alors là, c'est toute la saga de Elena Ferrante, cette italienne. Elle est elle se cache derrière des pseudonymes. On peut pas l'interviewer. On sait très peu de choses sur cet auteur. Mais alors sa saga est magnifique parce que l'amie prodigieuse va nous raconter l'histoire de deux petites filles adolescentes dans le Naples de 1950, avec la mafia, avec les violences. Ils sont dans un quartier où il est difficile de vivre, mais ces deux jeunes filles, en fait, sont joyeuses et elles vont se souder comme des jumelles pour affronter cette fille. Alors la saga est en 4 tomes, et ensuite, donc, elles sont adolescentes, on a leur mariage, on a ensuite les vies qui se séparent. Voilà, c'est tout. Alors donc c'est entre la sortie de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, que les Italiens ont perdu bien sûr, le Duce Benito, je viens de chercher le nom de Benito, Mussolini a perdu avec Hitler, donc il y a ça. Et puis il y a surtout une chose qui compte, c'est donc cette prohibition qui se met en place dans ces quartiers où après la guerre il n'y avait pas vraiment de loi, il n'y a pas vraiment de règles. Il n'y a pas de règles, et donc on va devoir se construire comme ça. On est les jeunes filles, donc à 16 ans, il y en a une qui se marie, l'autre qui continue ses études, et là-dessous il y a aussi de la violence. Elles se sacrifient pour leur famille. Donc ensuite on a celle qui fuit et celle qui reste. Voilà, c'est toute une problématique sur ce quartier. Donc on a comme ça leur vie jusqu'à l'âge adulte, et donc c'est vraiment prenant quand on commence. Et ce que j'aime toujours en Italie, il y a deux choses. D'un côté il y a la mafia, de l'autre il y a l'église. Et entre les deux, la place de la femme. Et on sait que la place de la femme, elle n'est pas pas très enviable par moment. Non. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a dans le tome 2, où au moment où donc elle change de nom, elle se marie à 16 ans, Lila se marie à 16 ans, Elena non, et on a toutes leurs mères qui sont là, alors imposantes, la maman italienne. Et surtout ces jeunes filles qui se sacrifient pour faire plaisir à leurs parents, quoi. Et elles vont jusqu'à Lila, elle va quand même jusqu'à abandonner toute la partie intellectuelle qui se joue, elle est capable, et ben non, elle a le poids des mamas, en fait elle les porte. C'est le poids de la tradition aussi. Oui, exactement. Ce poids de la traduction qui, donc, je vous révèle pas à la fin, parce qu'à la fin, elle explique un peu tout. Et à la fin, ce poids-là, elle va essayer quand même de délester. Se marier en blanc à l'église, à l'époque, c'était une façon d'honorer sa famille aussi. Montrer sa virginité. Exactement. Donc, il y a tout ça qui se joue. Ah, mais c'était ça, c'était dévoilé au monde. Je suis restée pure jusqu'au mariage. Voilà. Et donc l'autre,
Non, non. Bah, c'était un moment, c'était il y a 70 ans. Il y a 70 ans, évidemment. Et puis l'autre, qui n'est pas passé donc par ce chemin-là, son amie, Lila, elle passe ce chemin-là. Elena, donc celle qui écrit, ne passe pas par ce chemin-là. Et on raconte, elle, comment elle choisit qui va la déflorer, où elle va aller, quel homme elle va jouer avec, où elle va laisser. Et donc, elle va s'émanciper. Voilà, on est dans ce parallèle et on se dit, qui a raison ? Qui a raison de laisser sa famille et de s'envoler, ou de celle qui reste et qui essaye de tirer sa famille avec ? Entre la tradition et une femme qui veut s'émanciper, c'est un petit peu d'ailleurs le début de l'émancipation de la femme en Europe, surtout dans les pays où la religion catholique est très, très, très fort. Donc c'est vrai que là, la question, c'est de savoir un petit peu le choix. Et ce que dit Kulsum est vrai, c'est entre une qui accepte les traditions et tout ce que ça entraîne, entre une qui veut l'émancipation, vous avez à avoir deux postures. Et est-ce que l'amitié est possible à ce moment-là, en fait ? Parce que c'est quand même deux portraits complètement antagonistes. Et est-ce qu'elles peuvent être amies ? Eh ben oui, c'est une amitié tumultueuse qui se raconte comme ça, et toute la vie, elle se frotte, elle se rabiboche, elle se frotte. Et c'est la question que viennent de poser Gaël Guetton et Kulsum Loibou, c'est la même question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que entre une femme qui est vraiment émancipée, qui mène sa vie, entre une qui est mariée, qui a des enfants, est-ce qu'aujourd'hui on peut être amis ? Cette question-là, on la pose encore aujourd'hui. Ou on peut faire les deux. Ou est-il possible quelque part d'essayer de faire le deux ? Est-ce possible ou pas du tout ? Ou il faut vraiment des fois comme on dit, se couper des gens qui peuvent vous être néfastes pour pouvoir respirer et pour pouvoir voilà. D'accord. On dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'éloigner de nos relations toxiques ? Voilà. Oui. Est-ce que c'est la grande question que pose cette saga. Hein. C'est la grande question que pose cette saga. Alors moi, notre livre, donc il est sorti en 2016, mais je pense qu'il est encore d'actualité à l'heure actuelle. Hein. Risque de Fleur Ferris, pardon. Fleur Ferris. Alors du coup, ce sont Taylor et Sierra qui sont Risque. Ah, d'accord. Voilà, deux amies. Taylor et Sierra, meilleures amies depuis le primaire. Elles ont 15 ans actuellement. J'ai une Sierra qui est une fille populaire, riche, enfant gâtée. Elle a tout le monde à ses pieds. Taylor qui est un peu plus, on va dire... j'ai le nom, elle est un peu plus docile, elle est un peu plus lucide, elle manque de confiance en elle. Introvertie, voilà, je cherchais le nom. Et elle s'amuse en fait à un peu dragouiller sur Internet. Elle tombe sur un beau petit jeune homme qui s'appelle Jacob et discute en ligne. Et Jacob décide de donner un rendez-vous à la fille la plus populaire, Sarah. Petite crise de jalousie pour Taylor. Sierra part en rendez-vous. Sauf que Sierra ne revient jamais de son rendez-vous. Waouh. Taylor va attendre, on va dire, 3 jours pour dire à la famille, parce que la famille aussi est très amie, annonce à la famille, il y a un souci. Pourquoi 3 jours ? On comprend que Sierra est une jeune fille qui a tendance à faire ce qu'elle veut, si elle donne pas de nouvelles, et Taylor, elle est restée sur ça. Et va commencer, on va dire, le chemin de l'enfer pour ces deux familles. Qu'est devenue Sierra ? Que s'est-il passé ? Une enquête va être menée. Moi, j'ai pris ce roman comme la rencontre de deux jeunes filles inconscientes, insouciantes, mais surtout inconscientes. Les dangers du net. Et c'est surtout que Taylor va se rendre compte que le net, c'est pas le monde des bisounours, où tout va bien. Elle va découvrir le monde des pédophiles, le monde des psychopathes. Elle va apprendre des techniques et... ça va être en fait l'effet. C'est pas que la disparition de Sierra que aborde Fleur Ferris, c'est aussi les conséquences des actes des adolescents. Parce que dans cette histoire, on ne sait pas si Sierra est vivante ou pas, mais nous avons une survivante, une nana qui savait tout. Ah d'accord. Oui, Taylor, elle a joué le jeu. Taylor a caché la vérité pendant 3 jours, n'a rien dit, n'a pas donné l'alerte, a continué à jouer, à faire mumuse. Qui est la, on va dire entre guillemets, qui pourrait être responsable, c'est Taylor. Donc Taylor, du jour au lendemain, va se retrouver dans le monde des adultes, propulsée, catapultée dans le monde des adultes, et elle va devoir elle va devoir faire face à ses responsabilités de ses actes et comprendre
mais que des actes parfois à des conséquences graves. C'est tout cela qu'aborde du coup Fleur Péris. Ce qui crée aussi cette antinomie, c'est-à-dire que est-ce que à 15 ans on peut être responsable? Est-ce qu'on est assez grande, assez mature pour se rendre compte, la bêtise, mais est-ce qu'une petite bêtise, parce qu'on se rend compte après que l'amitié entre Taylor et Sierra, elle était un peu bancale en fait, et du coup, alors moi je sais que je l'ai pris pas pour moi, mais je me suis dit, à 15 ans, heureusement, j'aurais pu faire cette bêtise aussi. Ça peut arriver à tout le monde, mais les conséquences sont graves. Donc je trouve qu'elle donne une alerte, pas que sur le net, hein. Elle donne une alerte aussi de faire attention parfois que le fait de pas parler, le fait de laisser pisser, quelqu'un peut être en danger. Donc c'est 15 ans, il faut quand même être face à ces actes et ça va nous poursuivre toute sa vie. Donc l'auteur, en plus, elle joue sur le suspense de savoir est-ce que Sierra est vivante. Donc et comment réagit Taylor, tout sur le matraquage qu'il y a autour de ce fait divers. Donc on va voir aussi une Taylor réagir un peu bizarrement. Et du coup, elle pointe vraiment du doigt en disant attention les enfants, c'est bien beau de faire des choses, mais attendez, grandissez, regardez. Voilà. Et la construction des adolescents à 15 ans avec ce nouveau phénomène, hein, parce que nous on peut pas dire que notre génération s'est construite avec Internet, mais toute cette nouvelle génération qui se construit avec ces réseaux et ces Internet, on doit se poser des questions. Oui. Les faux profils, parce que donc du coup on essaie de savoir qui est ce Jacob Jones, et évidemment, l'auteur aussi elle traite ce sujet parce que Jacob Jones ça peut être n'importe qui, et on ne sait pas. Et c'est vraiment, c'est pour ça que j'en me dis, il est encore d'actualité même s'il est sorti en 2016, il est encore d'actualité encore aujourd'hui. C'est un roman qu'on doit faire lire à ses ados, même nous en tant que parents, pour dire qu'est-ce qui peut arriver. Et pour parer un petit peu à ça, ce qui est important, c'est qu'il y ait une relation entre les enfants et les parents. Une communication. C'est la première chose qui doit s'instituer dans une famille. Ça, c'est sûr. Qu'il y ait Internet ou pas, ce n'est pas la question. La première responsabilité qu'on a, c'est d'avoir une relation. Et que l'enfant puisse partager avec ses parents tout ce qu'il peut vivre sur Internet. Pas tout peut-être, mais tout ce qui peut être surtout dangereux. Parce que je peux le dire, j'ai deux filles, et la dernière qui a Internet, les propositions pour, par exemple, devenir prostituée ou devenir escort girl, elle en reçoit. Je veux dire, au moins être au courant qu'est-ce qu'il y a sur le net, et surtout donc, comme on vient de vous le dire sur ce plateau, c'est toujours avoir une discussion. Que l'enfant dise, tiens, on m'a proposé ça, tiens, ma gamine, elle avait 10 ans, ma première, elle avait 10 ans, il y a 20 ans, on lui proposait de se faire des photos d'elle toute nue pour mettre sur Internet. Ah oui, c'est tout. Donc, vous voyez, faut vraiment que les gens soient prudents. Oui. Mais on sait aussi que, pour finir, Jasmine, on sait aussi que les adolescents, à 15 ans, ils veulent aussi s'affirmer, faire autre chose et n'obéissent pas toujours aux parents. Cette relation de communication, rester en communication avec ces ados, c'est pas quelque chose de facile et de gagné. Alors, on enchaîne sur la série qui est déjà un petit peu passée, qui est encore connue aujourd'hui. Qui est encore connue aujourd'hui, de Stephenie Meyer. Twilight c'est plus connu par sa version film que par ses livres. Voilà. Donc c'est l'histoire de Bella et de Edward, qui sont deux jeunes qui arrivent au lycée et qui se rencontrent, et puis va naître une attirance et un amour, sauf que Edward est un vampire. Donc voilà, il y a juste ce petit problème. Et donc tout va se tourner autour. Et alors là où elle est très forte, Stephenie Meyer, c'est qu'elle l'a écrit en 3 mois et elle part d'un rêve. Alors elle est comme ça dans le train, elle rêve d'un truc et bam, elle écrit, et alors après c'est mondialement. Tout de suite aux États-Unis, ils sont tombés amoureux de ces deux jeunes amoureux l'un de l'autre. Ils ont 17 ans, ils sont beaux et voilà. Et puis et dans le second tome, tout va mal. Donc là c'est l'amour fou, et après
Bon. C'est comme dans la vie de tous les jours. Hein. Et après, ça se dégrade parce que Édouard doit partir. Elle veut devenir vampire, il refuse. Et donc après, c'est des cascades de dépression. Et elle est réconciliée par le beau Jacob. C'était mon préféré à moi. Je tiens à le dire, moi j'étais pour la team Jacob. La team Jacob avec ses tablettes de chocolat. Un loup-garou qui arrive là pour la conseiller, pour protéger Bella. Et donc voilà, donc c'est cette façon de choisir. On se demande qui elle va choisir, Bella, entre l'amitié ou l'amour. L'amour-amitié, l'amitié-amour. Enfin, à un moment, on se perd. Hein, dans le tome 3, on se perd. Tome 4, voilà. Et finalement, elle finit par choisir. Voilà. Voilà, le suspense va durer encore un moment. Qu'est-ce que Bella a choisi? C'est connu. Hein. Oui, c'est connu. Tout le monde connaît la réponse. Tout le monde sait que... Allez, on va faire semblant de pas vous le dire, comme ça ce sera plus intéressant. En tout cas, on vient de dépasser un petit peu le temps qui nous est imparti. On a vu en tout cas que entre les jeunes sur Internet et j'allais dire dans nos fantasmes aussi, dans nos histoires qu'on s'invente, il y a toujours matière à vibrer, à vivre des émotions très fortes. Et puis pour comme Gaël ou Koussoum qui adore le chocolat, une matière à se faire plaisir. Merci Gaël Guidon, merci Koussoum Liohibou. Donc on va nous remettre le masque juste après vous avoir dit qu'on va regarder 2 petits reportages. On se retrouve juste après. C'est un prunier du Brésil. De plus en plus, avec le changement climatique, on a des plantes qui s'adaptent de plus en plus, surtout à la plaine des palmistes. Alors j'ai quelque chose de nouveau cette année dans le jardin. C'est une plante très belle, toute nouvelle. C'est la poire de terre, que je vais découvrir seulement dans 3 mois, puisque là, elle commence vraiment à bourgeonner, et ça se présente très très bien. Ce sont des plants que j'ai achetés au marché forain. Et un autre plein que j'ai eu également avec mon voisin. Ça rappelle la pomme de terre dans la forme, mais ça a un petit goût sucré et voire même la couleur de la poire. C'est un bel arbuste, d'où le nom de tomate arbuste. Alors c'est plutôt nouveau la plaine des palmistes. On est plus habitué à la tomate arbuste rouge, voire même légèrement orange. Ça, au tout début, le fruit est blanc et en mûrissant, il prend cette teinte-là et qui donne une belle couleur au rougail. C'est toute la différence, la tomate arbuste classique et la toute blanche et qui prend cette teinte jolie en mûrissant et qui donne 2 rougailles aux couleurs différentes. Nous allons faire également un petit clin d'œil à nos amis de Salazie. Le chouchou pousse bien à Salazie, c'est la capitale du chouchou, Salazie, mais la plaine des palmistes tient également un bon rang. Le chouchou pousse facilement et il n'existe pas de jardin à la plaine des palmistes sans un pied de tomate arbuste et sans ce qu'on appelle une touffe de chouchou. C'est un citron marbré, on le voit bien là, avec des tranches jaunes et vertes. L'arbre a 2 ans et demi et il commence à bien fleurir et à donner de très beaux fruits. L'année dernière, on en a eu un, savoureux, parfumé, pour les sauces, avec un petit peu de piment, un petit embrocal, et tout est beau. À la plaine des palmistes, nous appelle ça bâton de joie de l'an. Son vrai nom, c'est les agapanthes. Et dans notre jeunesse, ça pousse également dans tous les hauts de la Réunion, et particulièrement dans les hauts de Saint-Paul. Les personnes âgées utilisaient le bâton pour fabriquer des chapeaux.
Aujourd'hui, personne n'a plus le courage de ramasser chaque tige, chaque hampe, hein, mais c'était tout un plaisir de regarder nos personnes, nos vieilles personnes, nos vieux grands mounes longtemps, travailler ça avec passion, et après sortir le chapeau le dimanche pour aller à la messe, surtout pour les femmes. La particularité des agapantes, c'est que chaque année, la touffe peut donner une année des fleurs bleues et l'année suivante des fleurs blanches. Les azalées viennent de l'Himalaya, des contreforts de l'Himalaya. Puis après, c'est passé au Japon. Après le Japon, c'est allé au Jardin des plantes. Et puis maintenant, on en a beaucoup à La Réunion. Et la devise des azalées, c'est joie d'aimer. On ne peut pas parler de la plaine des palmistes sans faire allusion aux hortensias de toutes les couleurs. Alors chez nous, ici, c'est surtout du bleu clair et du blanc. C'est une plante qui est relativement fragile. Elle pousse bien comme ça, mais dès qu'on la met en pot, elle ne reste pas longtemps. Mais ça fait de magnifiques bosquets. La cascade Biberon, que vous avez à ma droite, elle porte un nom bien particulier. Les gens croient qu'on fait référence au biberon. Non, il s'agit de la famille Biberon qui a récolté du bois dans la partie basse de la cascade pour vendre au chemin de fer à la belle époque du chemin de fer de la Réunion. Alors vous savez que la plaine des palmistes c'est pratiquement un cirque. Quand on regarde les remparts autour de nous, c'est un faux cirque en fin de compte, puisque la plaine des palmistes s'ouvre sur Saint-Benoît. Mais là on a tout l'aspect verdoyant. Je parlais du cœur verdoyant. Nous sommes en plein de ce cœur verdoyant. Vous avez au fond la ceinture de Cryptoméaia plantée par l'ONF, et elle fait pratiquement le tour de la plaine de cette partie-là, avec la forêt de Bras-Piton. Bonjour, je m'appelle Vienne Cédric et ça fait 2 ans et demi que je suis dans l'entreprise et je vais vous parler de mon métier d'auxiliaire de vie. C'est quoi votre maladie? Spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie génétique que moi là, ça fait des années. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui la journée commence avec Monsieur Guichard. On va commencer par récupérer mes affaires, mon tablier, mon badge, les gants pour pouvoir travailler et bien sûr ma feuille de présence et tout pour qu'il puisse signer à la fin de ma prestation. Un auxiliaire de vie, c'est une personne qui intervient à domicile au milieu hospitalier. Moi j'interviens à domicile, dans le cadre de mon travail j'interviens à domicile auprès des personnes. Alors pour moi, ça va être de m'occuper des repas, l'entretien de la maison, de son espace de vie surtout, de m'occuper de son état de santé, c'est-à-dire s'il faut faire appel à un médecin, un infirmier, un aide-soignant. Ensuite, ça va être aussi de m'occuper parfois de ses papiers, de ses factures, s'il y a des factures, s'il y a des papiers à s'en occuper. Ça va être aussi pour ses courses, de faire ses courses si besoin. Ça va être aussi ses sorties. Il a droit aussi à une sortie pour se faire plaisir, c'est-à-dire l'emmener voir une famille de temps en temps. C'est une bonne chose pour nous, ça aide beaucoup. D'ailleurs, l'essentiel c'est de dire, moi on a quelqu'un avec moi pendant 2 heures de temps. Et quoi que s'il arrive à moi quelque chose, ben, on a quelqu'un avec moi, parce que j'ai déjà arrivé à moi une fois. J'ai tombé dans la maison, ben, j'avais beaucoup de difficultés à lever. Et puis une fois aussi j'ai tombé dehors.
dehors de ça, il y a eu des gros problèmes pour me remettre debout. J'aimais le contact humain, j'aimais parler avec les patients à l'hôpital, j'aimais ce côté-là. Donc ça m'a poussé à devenir auxiliaire de vie. Mon envie de devenir auxiliaire de vie était présente depuis un moment déjà, depuis 3 ans déjà, même un peu plus, car avant j'étais agent hospitalier en clinique, en hôpital. J'aime nettoyer, j'aime la propreté. Pour devenir auxiliaire de vie, j'ai fait une formation auprès de Corée Formation Est à Saint-André. Ensuite j'ai été diplômé en tant qu'auxiliaire de vie. Parfois, comme ici chez M. Guichard, ils sont plus à l'aise, je me remarque qu'ils sont plus à l'aise avec moi en tant qu'homme qu'une femme. Et faire en sorte que ce petit moment que je passe auprès d'eux chaque jour soit le plus chaleureux, le plus convivial possible, tout en restant professionnel et garder ce côté empathie. S'il y a des hommes qui veulent exercer ce métier, il faut le faire. C'est un métier, si vous êtes quelqu'un de chaleureux, si vous avez quelqu'un qui a la main sur le cœur, si vous aimez le côté humain, les hommes, n'hésitez pas, il faut venir travailler en tant qu'auxiliaire de vie.